Donc pour le coup, moi je m'appelle Pablo Salomon. Actuellement, je réalise ma deuxième année de master dans une école de commerce qui s'appelle l'IDRAC à Grenoble. J'ai une spécialité qui est sur le digital marketing. Oui. Je suis en alternance et je travaille dans une société qui s'appelle Eolas qui fait des sites internet, de l'hébergement informatique et du conseil marketing digital. Super. Et dans le cadre du coup de cette alternance, je réalise un mémoire qui porte sur la vidéo marketing et la vidéo en entreprise. Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous contacter. J'ai vu que vous avez eu des expériences en tout cas dans tout ce qui était marketing et j'imagine aussi certainement que la vidéo. Donc voilà, je vous laisse vous présenter. D'accord. Moi, je ne suis pas un expert de la vidéo, mais j'ai deux, trois choses à partager. C'est pour ça que j'ai accepté de répondre sur votre sollicitation. Donc, Okay. moi, je dirige une agence qui s'appelle Neodia, qui est une agence de web marketing. Donc, on va dire que ça vient juste après Eolas, normalement. Eolas qui est un généraliste et là où nous, on est super, on va dire, spécialisé dans la partie qu'ils appellent audience et performance. Donc, Okay. en gros, on propose tout ce qu'ils font et je pense normalement un peu plus, avec un niveau d'expertise en fait un peu plus élevé parce que ça fait 20 ans qu'on ne fait que cela. Ok. Maintenant, là, par exemple, là où eux ils font surtout des sites, d'après ce que je comprends, et puis qu'ils vont faire des choses qui vont autour des sites. Nous, on fait un peu l'inverse. Là, par exemple, de temps en temps, mais exceptionnellement, il y a un photographe en fait qui m'a contacté et qui a besoin de refaire son site et de faire son référencement. Comme il n'a pas le budget pour faire les deux, on va l'accompagner et puis on va le former à la création de sites sous WordPress. Et on se débrouillera pour que son contenu, les extensions qu'il ait installées dessus, en fait, soient déjà optimisées pour le référencement naturel. Ok. Alors, on a cette activité, on a une autre activité à côté, qui est en plein développement, mais qui pour l'instant, en fait, représente une partie marginale de nos revenus. C'est de l'édition de logiciels et de l'édition de sites. Édition de logiciels, on a racheté une start-up, en fait, qui permet de détecter les mots-clés qui génèrent des ventes sur un site d'e-commerce. Ce que ne sait pas faire Google Analytics et ce que ne savent pas dire la plupart des référenceurs. Et la techno, en gros, c'est une techno de big data pas trop compliquée, mais un peu pointue, qui est utilisée, en fait, révèle les mots-clés qui génèrent des ventes. Donc, du coup, on arrête de se battre en SEO sur tous les mots et on concentre le tir sur uniquement ceux qui sont efficaces. Et on a une activité d'édition de contenu vidéo. C'est un site de formation qui s'appelle 24PM Academy, 24pm.com, et qui permet en fait sur abonnement en fait d'accéder à des vidéos de formation sur l'intelligence artificielle d'abord. C'est la première formation qu'on a lancée. Et là, on est en train de développer, on est en train de mettre en ligne des formations au SEO, à Google Analytics, au web marketing en général. Ok. Voilà. Allez-y. Et ces formations, donc c'est que des formations qui sont en vidéo ou il y a également des formations en présentiel? Alors en fait, il y a deux choses. Une formation présentielle pour moi. Alors les formations présentielles, je pense que j'en fais depuis. La première que j'ai dû faire, c'était en mai 96. Je ne sais même pas si vous étiez né. C'est ma naissance. Je suis Voilà. 96. J'ai en avril. Donc tout juste. Voilà, c'est ça. J'en fais en fait une par mois minimum depuis ce moment-là. Donc on continue de faire ça, mais vous qui êtes à Grenoble, c'est toujours orienté tech ou pas? Oui. Ouais. Enfin, je veux dire, j'ai entendu ESC Grenoble, j'ai mal entendu. Enfin, À Grenoble, l'IDRAC, je suis à l'IDRAC non. de Grenoble, donc c'est une Ah non, école à de l'IDRAC, commerce. pardon, l'IDRAC, Ouais. non, c'est différent, pardon. Bon, peu importe, de toute façon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Même si on fait de la prestation dans le domaine du digital, ça reste en fait un business model en fait super classique. Plus je veux vendre, plus j'ai besoin de gens, et puis je marge comme je marge. Là, vous voyez, par exemple, j'ai tourné la formation à l'intelligence artificielle. Je la vends en direct et je l'ai donnée à distribuer, à vendre à l'organisme de formation avec lequel je travaille normalement sur du présentiel, qui s'appelle CCM Benchmark. Et là, je viens de recevoir en fait aujourd'hui un appel à facturation, donc ils me demandent de les facturer à hauteur de 3 500 €. Et j'ai rien fait. Ok. Alors que d'habitude, pour leur facturer 3 500 €, il faut que je fasse 4 jours de formation.
Ok. Alors en réalité, c'est évidemment, j'ai pas rien fait parce que ça m'a pris beaucoup plus que 4 jours pour tourner la vidéo de formation. Mais si jamais j'en ai 10 qui me vendent pour 3500 euros de formation tous les mois, ben, je touche 14 000 euros tous les mois, entre guillemets, sans rien faire. Donc du coup, c'est pas du tout le même modèle. C'est pour ça que je vous parlais d'édition de contenu. Je comprends. C'est un modèle d'éditeur de contenu et pas un modèle de formateur en présentiel. Ceci étant, donc du coup, comme je le disais, quand même, je fais de la formation en présentiel minimum une fois par mois. Et maintenant, depuis 3-4 mois, on fait aussi des formations, moi que j'appelle les formations Zoom. Donc c'est du présentiel mais à distance, on va dire. C'est Ok. du direct, mais voilà. Et est-ce que ces formations sont remboursées par les organismes collecteurs? Oui. Alors, sauf si je me trompe, maintenant ils ne sont plus collecteurs, ils sont juste, on va dire, instructeurs de dossier. Ok. Donc c'est la couche administrative qui fait perdre du temps à tout le monde. Oui, c'est finançable. Donc nous sommes data dockés. Ok. Et une vidéo, peut-être une formation aussi remboursée? Oui. Ok. Il y a des, comment dire, en fait, on peut être data docké pour du présentiel et data docké pour de la FOAD, de la formation à distance. Ok. Tant est qu'on respecte les normes qu'ils nous imposent. Ouais. Ok. Bah, c'est super intéressant. C'est une information que j'avais pas et d'autant plus que j'ai travaillé pour un centre de formation lors de mon BTS Mmh. et j'ai travaillé également aussi dans un studio de production et c'est Ah marrant. bah oui. Non, il y a des trucs à faire. Après, c'est comme sur la formation normale, la clé, c'est le marketing. Dispenser des formations Excel ou même au référencement naturel, il y a des trucs entre guillemets où il y a des expertises qui sont quand même diffusées. C'est pas très difficile. Après, n'importe qui s'improvise pas prof de référencement, parce que, enfin, formateur en référencement, parce que faut connaître son sujet. Puis pas en avoir fait simplement 2 ans, mais si on veut traiter tous les cas de figure auxquels sont confrontés les participants, il faut avoir un peu d'expérience. Après, il faut aimer enseigner. Mais c'est pas si difficile que ça. En revanche, ce qui est dur, c'est d'arriver en fait à en vendre suffisamment pour que ça devienne rentable. C'est pour ça que moi, comme je n'arrive pas à en vendre suffisamment sur mon site, je commence à les distribuer ailleurs. Et puis là, du coup, c'est plus intéressant. Ok. Donc le marketing, comme en formation classique, en formation continue classique, c'est la moitié de la valeur ajoutée. Ok. Et ceci étant, votre organisme de formation, il a un problème, c'est que moi, je me suis fait suer pendant 4 ans à essayer de trouver en fait un mode de production, une technique de production des vidéos de formation qui fasse que de produire 1 heure de formation, ça me revienne pas à 1000 euros, ce qui est très très souvent le cas. Moi, j'ai mis en place en fait une chaîne qui est très particulière et ça m'a pris du temps, qui fait que pour tourner 1 heure de formation, grosso modo, ça me demande 2 heures, 2 heures et demie de boulot à peu près. Ok. Voilà. Et du coup, quand vous faites des formations de référencement, Oui. j'imagine que vous travaillez aussi à côté, vous faites aussi des préconisations en direct, enfin des actions concrètes aussi pour certains clients. Ah non, pour moi, c'est C'est alors que de la formation, vous? ça dépend. Moi, ce que je vous disais, c'est que notre métier, c'est agence. Donc, c'est justement formuler les recommandations, puis accompagner le client pour les mettre en œuvre. Et puis, du coup, ça dure souvent 1 an, un accompagnement en référencement naturel. Donc, ça, c'est une chose. Et à l'intérieur de ça, parfois, nos clients nous demandent de les former à un bout du référencement, par exemple, à l'art d'écrire des textes pour faire plaisir à Google. D'accord. Mais c'est plus dans ce sens-là que ça se passe que dans l'autre sens. Des clients qui voudraient se former au référencement et ensuite qui voudraient du coaching. En gros, c'est un peu ce que j'entendais dans dans ce que vous disiez. Et du coup, pour en venir à la vidéo, est-ce que c'est un contenu que vous préconisez en tout cas à vos clients? Notamment, je pense au référencement. Est-ce que c'est quelque chose Alors, de oui. performant pour le référencement? Alors, non et oui. En gros, parce que ça, la tarte à la crème, c'est la vidéo, c'est vachement important pour le référencement. Et moi, je dis non et oui. Non, parce que l'essentiel, en fait, des mots-clés que vous tapez ne déclenche pas l'apparition de vidéos dans Google. Puis c'est Google qui compte, évidemment. Donc, du coup, la plupart du temps, le sujet du référencement, c'est pas la vidéo, c'est le contenu texte du site. Donc ça, c'est important. Euh, non, parce que les sites qui, on va dire, sont composés, enfin les pages où il y a essentiellement de la vidéo dessus sont très mal référencées dans Google. Donc tant que j'ai pas de texte optimal sur ma page, je peux avoir 50 vidéos, ça changera rien.
Et oui, parce que le deuxième moteur de recherche utilisé en France et aux États-Unis, je pense, enfin pas aux États-Unis, mais on va dire dans le monde occidental, c'est pas Bing, c'est YouTube. Et donc du coup, maintenant, il y a une partie du référencement qui se passe dans YouTube. Mais pour être dans YouTube, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être capable de produire le contenu que veut YouTube, à savoir de la vidéo. Et la plupart de mes clients, ils ont du mal déjà à produire du contenu texte. Alors si je leur dis qu'il faut qu'ils produisent de la vidéo, de la vidéo, de la vidéo, c'est problématique pour eux. Et la plupart des boîtes, en fait, sont pas équipées pour. C'est un peu comme pour les réseaux sociaux. Si on veut, on va dire, émerger sur les réseaux sociaux sans avoir recours à la pub, il faut être capable de produire beaucoup de contenu pour les réseaux sociaux. Et souvent, les boîtes, en fait, ont du mal. Ok. Et qui sont vos clients du coup, enfin quand vous me dites les boîtes, parce que du coup ce que je peux comprendre et vous allez me Oui, contredire si oui, c'est que peut-être que finalement en fait la vidéo ça s'adresse à des gens qui sont déjà bien à l'aise sur le digital marketing et aussi à une certaine taille d'entreprise qui ont aussi un certain ouais. budget marketing Je communication. m'attends, je m'attendais à ce que vous me disiez ça. Bah non, c'est plus compliqué que ça. L'important, c'est la capacité à produire des vidéos adaptées à YouTube ou je ne sais pas aux autres plateformes de consommation de vidéos. Et par exemple, Renault pour qui on a bossé ou Citroën pour qui on a bossé sont super mal à l'aise avec ça. Eux, ils savent dépenser des millions dans des clips de publicité qui vont être diffusés à la télé, qui Mhm. dégradent après pour que ça rentre dans Internet, en gros au format Internet. Mais ils ont beaucoup de mal déjà à produire des pubs qui marchent sur Internet. Et de là en plus à produire des contenus intéressants que les gens ont envie de consommer sur YouTube, alors là, il y a des années-lumière. Et à l'inverse, par exemple, une petite boîte comme nous, dont le métier, c'est pas la vidéo, parce qu'on sait à peu près ce que veulent lire les gens sur un site web ou ce qu'ils veulent regarder comme vidéo quand on parle par exemple du référencement naturel, et puis qui ont un type qui a pas peur de parler à la caméra, à savoir moi, bah en fait, sont plutôt avantagés de ce point de vue-là par rapport en fait à des grosses sociétés. Donc du coup, c'est pas tellement une question de Ok. taille, c'est plutôt une capacité à produire du contenu et du contenu avec un fond qui soit adapté à Internet et une forme qui soit adaptée au canal, donc réseau social ou web ou YouTube, je ne sais pas. Donc c'est décalé euh, et vous pouvez avoir la moitié des groupes travaillent, mais sont à 5 ans de comprendre et d'avoir l'organisation pour pouvoir faire leur révolution vidéo digitale, on va dire. Mais ça va leur prendre des années. Comme ça leur a pris Ok. des années pour accepter de se plier en trois pour faire plaisir à Google. Et par exemple, même PSA ou Renault, au bout de 20 ans, moi j'ai fait la première prestation de référencement naturel de Citroën en 97. Au bout de 20 ans, ils sont toujours pas organisés pour ça. Pourtant, moi je leur ai dit déjà à l'époque ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il y a au moins 50 prestataires qui leur ont dit après moi, mais ça ne rentre pas. Voilà. Ok. C'est très intéressant et ça m'a enlevé une mauvaise idée peut-être que j'avais en tête, qui était de C'est pas dire une mauvaise que idée, c'est un truc c'est décalé, mon truc. hum, hum. On pense que comme on est gros et qu'on a des sous, quoique je me suis laissé dire que l'automobile avait peut-être moins de sous en ce moment, on a les moyens de tout faire. Bah, si c'était ça, Amazon n'aurait pas explosé les compteurs, Mano Mano n'existerait pas, ces discours n'existeraient pas, ce serait la grande distribution qui serait la reine de l'e-commerce, par exemple. Ok. Si c'était juste une question de taille et de moyens. Et vous avez dû entendre ça à l'école. On est dans un nouveau monde où il y a de la place pour les nouveaux entrants et les startups. Tout à fait, oui. Euh, je voulais revenir aussi Ouais. sur donc la vidéo. Est-ce que vous-même vous la trouvez déjà le contenu vidéo est de plus en plus présent, notamment sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet. Mm. Et est-ce que vous saurez l'expliquer ou est-ce qu'il y a des facteurs pour vous qui ont fait que la vidéo est de plus en plus présente? Alors moi je n'ai pas fait d'études, hein. Moi je le vois. Je voulais livrer une analyse un peu en mode comptoir du café du coin, mais les débits ont explosé. Enfin, les débits permettent maintenant de consommer de la vidéo, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et c'est le cas maintenant à la fois sur les lignes fixes et puis sur les lignes mobiles. Donc ça, c'est quand même une condition, une contrainte technique qui a été levée. Deux, les gens, on va dire,
je pense que les gens, puis les gens, ça veut rien dire, mais la plupart des gens sont plus à l'aise en fait quand on communique avec eux en fait à l'oral et puis avec de l'audiovisuel qu'avec de l'écrit. Et je pense que c'est encore plus valable pour votre génération à vous. Et je sais pas, vous n'êtes même plus Y, vous êtes Z, je pense. Je suis entre les deux, ouais. Ouais, les Y et les Z, ils sont encore plus à fond dans l'image que les X comme nous. Et puis après, il y a aussi l'effet de mode. Hein. Aujourd'hui, comme vos copains en fait regardent de la vidéo, vous voulez regarder de la vidéo. Ok. C'est très intéressant en tout cas le premier constat que vous avez fait parce que c'est un constat que j'ai fait justement lors de la première partie de mon mémoire. Et sur les 5 dernières interviews que j'ai fait, personne m'a fait ce constat-là justement que c'est aussi la téléphonie, en tout cas les débits et la possibilité de lire de la vidéo un peu partout qui fait que ça change notre consommation. Vous n'avez pas connu ça, mais en 96, la vidéo sur Internet, c'était des timbres-poste, mais vraiment des timbres-poste à l'écran, et c'était plein de pixels. 10 ans plus tard, avec les DSL, il fallait attendre une journée pour télécharger un film en pirate. Et sachant qu'il n'y avait pas d'offre de streaming légale à l'époque, puis maintenant, vous savez où on en est. Hein. Ouais. La vidéo sur les réseaux sociaux, souvent c'est dit, vous allez me confirmer et me dire votre avis et savoir si vous avez des expériences. Souvent c'est un contenu qui est beaucoup plus apprécié en tout cas par les algorithmes ou en tout cas on voit un engagement qui est beaucoup plus fort sur un contenu vidéo plutôt qu'une photo, une infographie ou autre. Alors les réseaux sociaux, je ne sais pas. Facebook en particulier peut-être. LinkedIn, j'ai l'impression. Ouais, si, j'ai l'impression aussi. Si, oui. Je pense que si, vous devez avoir en fait raison en moyenne. Après, moi sur ma page LinkedIn, j'ai assez peu de contenu vidéo, par exemple. Ok. Sur mon fil d'actu, les LinkedIn. Je regardais, là, je chargeais pendant qu'on se parle. C'est peut-être plus parce que c'est de la... Justement, voir par rapport même à vos publications, savoir si peut-être la vidéo a eu plus d'engagement que d'autres contenus. Je ne suis pas sûr parce que pour moi, l'engagement, il est lié à la forme, forcément. Mais je pense qu'il est très lié aussi à la construction, au message et à la construction du message. Okay. Vous devez avoir vu tous les gens qui vous expliquent comment péter les compteurs sur LinkedIn. Ils vous parlent assez rarement de vidéos. Ils vous expliquent déjà comment construire un texte qui engage. Tout à fait. Ouais. Sur les technologies des vidéos, je sais que c'est peut-être pas un point où vous êtes le plus à l'aise, mais est-ce que il y a certaines technologies dans la vidéo que vous pensez qui va bouleverser le marché ou qui va exploser? Et quand j'entends technologie, donc c'est très très vaste. Aussi bien, je peux parler de live, de 360, de motion design, d'hologramme, de réalité virtuelle, réalité augmentée ou autre. Ouais. Alors, pour avoir travaillé sur la réalité augmentée, pour moi, c'est vraiment très différent de la vidéo. C'est à part. Non. Alors moi, je suis assez peu compétent sur la partie purement techno, mais en revanche sur les usages, je ne sens pas qu'il y ait de techno aujourd'hui qui existe, qui soit susceptible de modifier les choses. La réalité augmentée à la réalité virtuelle. Enfin, la réalité virtuelle, ça fait 20 ans que ça devrait avoir provoqué une révolution sur Internet, ça l'a toujours pas fait. Enfin, donc 15 ans. Les gens n'adhèrent pas parce que ça leur fait mal aux yeux, en gros, ou à la tête, je ne sais pas. La réalité augmentée, personne n'en veut, à part dans le domaine industriel. Et pour le 360, je pense que c'est... Et puis les autres exemples que vous avez cités, je vois des usages spécifiques, et du coup ces technos-là ont leur place, mais pas pour moi, et puis après je me plante souvent, pas de nature à provoquer une révolution. Okay. Même si c'est vachement la mode, à chaque fois de dire qu'il y a un nouveau truc qui sort, que ça va provoquer la révolution, ça fait rêver les gens. Moi, je ne crois pas. Ok. Et puis je peux me tromper, forcément.
Dans l'immédiat, là, j'avais fini mes questions sur mon mémoire, mais vous avez suscité mon intérêt sur votre algorithme sur les sites e-commerce. Oui. Je voulais juste revenir dessus. Je trouvais ça intéressant, savoir si j'ai bien compris. En fait, Dites-moi. vous proposez du coup un algorithme à vos clients qui leur permettent de sélectionner les meilleurs mots-clés pour leur activité. Ah, pas tout à fait. C'est un peu dans le sens inverse, mais ça va dans ce sens-là. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des milliards d'outils qui vous permettent d'identifier les mots-clés réellement tapés par les internautes. Il y en a, s'il n'y en a pas 100, il y en a 1000 ou 5000. Donc ça, le secteur est non fondé. Donc du coup, lorsque vous faites une opération de référencement, la première chose à laquelle vous attaquez, c'est justement l'analyse de la demande, les mots-clés tapés par des gens qui sont intéressés par vos produits. Et des fois, les gens, ils se trompent de mots. Moi, j'ai un client, par exemple, qui vend des pavillons. Et le problème, c'est que les imbéciles comme vous ou moi, on appelle ça drapeau. Parce que nous, on appelle drapeau, ça s'appelle en réalité un pavillon. Et les drapeaux, c'est autre chose. Donc du coup, bon, on fait la recherche des mots-clés des gens et puis on cale le contenu de son site sur ces mots. Et même si on est très rigoureux au niveau de la sélection de ces mots, par exemple, si jamais je suis un site qui fait du crédit immobilier, ce que je dis, ce que le référenceur va me dire, c'est ne prends surtout pas le mot crédit parce que derrière le mot crédit, il y a peut-être crédit conso, crédit auto, crédit immobilier, crédit vacances. Toi, tu fais du crédit immobilier. Donc, du coup, tu vas pas prendre le mot crédit. Tu vas prendre vraiment que les mots-clés qui sont cœur de cible pour toi. Et ben, même quand on se concentre sur ces mots-là et qu'on a des positions, il s'avère que 99% des mots-clés qui vous génèrent du trafic sur votre site ne génèrent jamais aucune vente. Et ça, on le savait jusqu'il y a 10 ans, quand dans Google Analytics, on avait la liste de tous les mots-clés qui généraient du trafic et des ventes. Et depuis 2011, on n'a plus ces mots-clés-là, en fait, enfin les mots-clés qui génèrent des ventes dans Google Analytics. Et la plupart des référenceurs aujourd'hui, qui ont 4, 5, 6 ans d'expérience, ils savent pas en fait que c'est vachement important de regarder, d'identifier les mots qui génèrent réellement des ventes. Et donc du coup, il faut brancher notre outil qui s'appelle Catalysio sur Google Analytics d'un côté, puis sur un autre outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle Search Console. Ça vous dit quelque chose? Oui, oui. Et Search Console, en gros, il nous donne une liste des mots-clés que ne peut pas voir Google Analytics, qui ont généré du trafic, mais il nous donne aucune donnée sur les ventes. Et en fait, si vous torturez les stats, enfin Search Console d'un côté pour un site et le Google Analytics du même site, vous arrivez en fait à recoller un peu les morceaux. Puis vous arrivez à dire avec 90% de chance que c'est ce mot-clé-là qui a généré en fait une vente sur telle page et tel autre mot qui a généré en fait une vente sur une autre page. Et on en arrive encore à la conclusion, comme il y a 10 ans quand on avait les vrais chiffres, qu'il y a 1% des mots-clés qui convertissent. Pas plus. Que vous soyez en B2B, en B2C, une grosse boîte ou une petite, ça reste toujours autour du 1,5%, 1% des mots-clés qui génèrent vraiment des ventes ou des demandes de devis ou des choses comme ça. Ok. Et du coup, cette solution, vous la vendez directement à des gros sites e-commerce ou vous la vendez aussi à des web agences qui travaillent avec des sites e-commerce? On la vend plutôt à des gens en direct. On pourrait la vendre en fait à des agences, notamment si on allait si on avait un programme agence, comme ont pas mal d'éditeurs de logiciels. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Il n'y a rien qui s'y oppose. Ok. Parce que je pense ça, parce que je sais que chez Olas, on travaille avec certains acteurs importants du e-commerce et ouais, ça pourrait les intéresser. Et c'est totalement ce que je me pose la question justement si c'est pas un outil qui pourrait être intéressant. En gros, 75% de l'énergie que les référenceurs d'Eolas en fait investissent dans le référencement naturel ou leurs clients débouchent sur du trafic qui a priori est qualifié et a posteriori ne l'est pas. Donc du coup, ça permet de récupérer cette énergie-là pour se battre sur ce qui convertit vraiment. Ok. Et il y a un coût de la solution qui est... C'est entre 99 euros par mois et 499 par exemple pour Monoprix. Ok. Donc quand je dis Monoprix, c'est pour les gros sites. Ok. Je vais avoir deux dernières questions qui sont très courtes. La première, c'est est-ce que vous souhaitez que je vous envoie mon rapport de recherche, ma thèse? Ce serait super intéressant, oui. Ok. Ah oui, bien sûr. Je vous la transmettrai directement via LinkedIn.
Et la deuxième, c'est si éventuellement j'ai d'autres questions qui me viennent, est-ce que je peux me permettre de vous recontacter? Bah, bien sûr. Eh ben super. Envoyez-moi une petite alerte dans LinkedIn et puis voilà. Ok. Eh Ça ben marche? super. Eh ben je vous remercie en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Super. Et ben bon courage pour votre travail. Eh ben super, merci beaucoup. Bonne fin de Au journée. revoir. Au revoir.